paragraphes sont vraiment tout petits, donc on peut lire. C'est vraiment des paragraphes minuscules. On va lire 5 paragraphes par 5 paragraphes. Ok? Ça vous va? Ouais. Parfait. Parfait. La ligne militaire du Parti communiste du Pérou. Le président Gonzalo, en arborant, défendant et appliquant le marxisme-léninisme-maoïsme, principalement le maoïsme, a établi la ligne militaire du parti. La résolution de la première conférence nationale élargie de novembre 1979 la désigne comme le centre de la ligne politique générale et on la développe au long de la guerre populaire. Le président Gonzalo a intégré avec persistance la vérité universelle du marxisme-léninisme-maoïsme dans la pratique concrète de la révolution péruvienne, en combattant et écrasant le révisionnisme et les lignes opportunistes de droite, et en appliquant le matérialisme dialectique à la question de la guerre. C'est pour cela que la ligne militaire exprime aussi la pensée philosophique du président Gonzalo et résume les lois de la guerre révolutionnaire en général et des lois spécifiques de la guerre révolutionnaire au Pérou. La ligne militaire est vitale pour notre travail idéologique, politique, militaire, économique et culturel et nous permet de différencier la ligne militaire prolétarienne de la ligne militaire bourgeoise. Tout le monde l'entend là? Ok. Bon. Oui, c'est bon. Ok. La ligne militaire est vitale pour notre travail idéologique, politique, militaire, économique et culturel, et nous permet de différencier la ligne militaire prolétarienne de la ligne militaire bourgeoise. La ligne militaire, ce sont les lois qui régissent la guerre populaire pour la conquête du pouvoir et sa défense. Elle est composée de 3 éléments. La guerre populaire, qui, dans notre cas, est spécifiée comme guerre populaire unitaire, la campagne étant le principal, la ville le complément. 2. La construction des forces armées révolutionnaires qui, dans notre cas, est spécifiée comme armée populaire de guérilla et dont la particularité est l'incorporation de la milice pour avancer vers la mère armée des masses. Et la stratégie et la tactique qui se concrétise à travers de campagnes d'encerclement et d'extermination et contre-campagnes d'encerclement et d'extermination qui, dans notre cas, est spécifiée par l'application de plans politiques et militaires et avec une stratégie politique et une stratégie militaire qui se concrétise en campagne au contenu spécifique. La guerre populaire. Sur la guerre populaire au Pérou. Le président Gonzalo, en réaffirmant la loi de la violence révolutionnaire comme loi universelle, assume une théorie militaire prolétarienne la plus élevée, et que le président Mao a établie. La guerre populaire a valeur universelle, valable pour tous les types de pays. Elle doit être spécifiée selon les conditions de chaque révolution. Ainsi, la guerre populaire mondiale est la forme principale de lutte que le prolétariat et les peuples opprimés du monde doivent arborer pour l'opposer à la guerre mondiale impérialiste. Le président Gonzalo part du principe que la guerre populaire est une guerre des masses, et que l'on ne peut la réaliser qu'en mobilisant les masses et en s'appuyant sur elles. Il dit : les masses nous donnent tout, depuis les bouchées de pain qu'elles s'enlèvent de la bouche jusqu'à leur sang précieux qui palpite aux côtés de celui des combattants et des militants et qui arrose le chemin de la guerre populaire pour le pouvoir nouveau. Il dit que les masses doivent être organisées et armées dans l'armée populaire de guérilla. Dans les bases d'appui, tous les hommes et toutes les femmes de chaque comité populaire sont organisés militairement. Dans les villes, l'armée populaire de guérilla agit également et s'accline progressivement aux masses dans les différentes organisations nouvelles en et pour la guerre populaire. Le mouvement révolutionnaire de défense du peuple concrétise le front dans les villes et son objectif est d'orienter les masses vers la résistance, pour servir la guerre en fonction de la future insurrection. Il soutient que pour mener la guerre populaire, il faut tenir compte de 4 problèmes fondamentaux. L'idéologie du prolétariat, le marxisme-léninisme-maoïsme, qui doit être spécifié en une pensée guide. C'est pour cela que nous nous basons sur le marxisme-léninisme-maoïsme pensée Gonzalo, principalement celle-ci.
2. La nécessité du Parti communiste du Pérou, qui dirige la guerre populaire. Je continue sur le 3 et le 4 Ou... Ok. 3. La guerre populaire spécifiée comme guerre paysanne qui suit le chemin d'encerclement des villes par les campagnes. Et 4. Les bases d'appui ou pouvoirs nouveaux. La construction des bases d'appui représente l'essence du chemin d'encerclement des villes par les campagnes. En analysant le processus historique de notre peuple, il démontre que celui-ci a lutté constamment, qu'il a grandi et a avancé dans la violence révolutionnaire. C'est en elle, sous ses différentes formes et degrés, que notre peuple a conquis ce qu'il revendiquait, des droits et des libertés, car rien n'est tombé du ciel, ni le lui a été donné quoi qu'en disent les traîtres. En fin de compte, notre peuple a tout conquis par la violence révolutionnaire, en une ardente lutte contre la violence réactionnaire. C'est ainsi que l'on conquit les 8 heures, ainsi qu'on conquit les terres et on les retint, et c'est ainsi que le peuple arracha des droits et renversa des tyrans. La violence révolutionnaire représente donc l'essence même de notre processus historique. Il est facile alors de comprendre que le développement et le triomphe de la révolution péruvienne, de notre révolution démocratique, de l'émancipation du peuple et de la classe ne seront obtenus qu'à travers la plus grandiose des guerres révolutionnaires de notre peuple, en soulevant les masses en armes à travers la guerre populaire. Il tire une leçon du fait que les événements politiques et militaires sont ceux qui ont défini les grands changements dans notre pays. Il nous dit qu'en premier lieu, il y a le fait militaire et après le changement politique. Ainsi, il réaffirme que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Il nous fait voir comment les masses de notre peuple ont lutté contre l'exploiteur à partir du 7e siècle. Quand apparaît l'État au Pérou, les masses ont combattu l'oppression et l'exploitation. L'Empire Inca a établi sa domination à travers les guerres de conquête et sa prédominance a été définie avec la bataille de Yahuarpampa contre les Chancas pour ensuite s'élargir par des guerres. Cela fut un fait politico-militaire. La conquête par la couronne espagnole fut un autre fait politico-militaire qui s'imposa en écrasant la résistance indigène et en utilisant les luttes intestines au sein des populations conquises. Il faut pourtant faire ressortir, entre autres, la lutte de Manco Inca qui dirigea une révolte contre les Espagnols. L'imposition de la vice-royauté représenta un autre fait politico-militaire qui écrasa les conquistadors eux-mêmes. Pour se maintenir, elle dut affronter de grands soulèvements paysans, comme celui de Juan Santos Atahualpa, et en 1780, le puissant mouvement de Tupac Amaru, qui souleva 100 000 hommes et s'étendit de Cusco et Puno jusqu'à Bolivie, mettant en grand danger la vice-royauté avec des répercussions en Argentine, en Colombie et au Mexique, secouant toute l'Amérique. Ce mouvement fut défait, mais il ébranla et mina la vice-royauté, préparant ainsi les conditions pour l'émancipation. Mais il faut se souvenir que Tupac Amaru fut un cacique afin de pouvoir distinguer son caractère de classe. L'émancipation est aussi un fait politico-militaire, avec trois moments. Le premier, au XVIIIe siècle, avec des soulèvements paysans Tupac Amaru, par exemple. Deuxièmement, soulèvements dans les villes, comme Zela à Tacna et les guérillas, parmi lesquels ressortent celles des Cangallo et des Yoyos, sans compter beaucoup d'autres. Troisièmement, l'affrontement des grandes armées qui couronnent l'action libératrice de San Martín et de Bolivar et ce qui définit au cours de la bataille d'Ayacucho en 1824. C'est à toi ou à moi? À moi. Il faut comprendre que, bien que l'émancipation fût dirigée par des créoles, elle eut le mérite de rompre avec la domination de la couronne espagnole. San Martín fut un grand stratège militaire et Bolivar démontra qu'il possédait les qualités d'un stratège politique et militaire. Tous deux combattirent pour émanciper plusieurs pays d'Amérique d'une façon désintéressée, démontrant ainsi que, pour servir une grande cause, il faut toujours tenir compte de l'intérêt général et jamais de ses intérêts personnels, et cela sans être communiste. Sous la République, les propriétaires terriens continuaient à commander, mais en écrasant à feu et à sang de grandes luttes paysannes, entre autres celles d'Atusparia et d'Ucho Pedro, ou celle de Yacoya à Ocros. Et puis, il y a le noir chapitre de la guerre avec le Chili, où s'affrontèrent ces deux pays poussés par les intérêts des Anglais et des Français qui recherchaient nos richesses naturelles, le guano et le salpêtre.
Cette guerre freina le développement naissant du capitalisme dans notre pays et mit en évidence le rôle abject que jouèrent les classes dominantes dont une partie capitula. Contre, il faut ressortir l'héroïque résistance des masses contre l'envahisseur pour défendre le peuple de l'intégrité territoriale. Résistance qui fut spécialement tenace dans les Andes du centre-sud, où se constituèrent des guérillas. Dans ces circonstances, Caceres, un militaire propriétaire terrien, joua un rôle important. La guerre avec le Chili, qui se déroula entre 1879 et 1883, conduisit l'économie péruvienne au désastre. En 1895, le capitalisme bureaucratique fait son apparition. Il marque le début du développement de la société péruvienne contemporaine. Au XIXe siècle, nous verra passer le XIXe siècle nous verra passer de l'état de colonie à celui de semi-colonie, de société féodale à une société semi-féodale, de capitalisme bureaucratique et le capitalisme bureaucratique commence à se développer, lié au capitalisme yankee qui déplacera le capital anglais. Après, je crois que c'est pas moi. Le prolétariat moderne fait son apparition et change les données de la lutte politique. On peut tirer de tout ce processus historique les leçons suivantes. Le peuple a lutté constamment. Il n'est pas pacifique et il exerce la violence révolutionnaire avec les moyens à sa portée. Ce sont les luttes paysannes qui ont ébranlé le plus profondément les bases de la société, et si elles n'ont pas triomphé, c'est parce qu'il leur manquait la direction du prolétariat, représenté par le Parti communiste. Ce sont les faits politiques et militaires qui déterminent les grands changements sociaux. À partir de la position de la ligne militaire, le Pérou contemporain a connu 3 moments liés à l'apparition du prolétariat qui fonda son parti pour la prise du pouvoir à travers la violence révolutionnaire, en spécifiant son chemin, ce qui est synthétisé dans le processus de la ligne militaire du parti. Au cours du premier moment, de 1895 à 1945, le Parti communiste du Pérou se constitue et quant à la ligne militaire, Mariátegui établit la signalisation et ébauche du chemin. Les héroïques luttes ouvrières pour le salaire et la journée de 8 heures, ainsi que pour les conditions de travail, les mouvements paysans de la Sierra pour la terre et ceux des prolétaires agricoles, sans compter les luttes des étudiants pour la réforme universitaire, vont représenter une complexe exacerbation de la lutte des classes, au cours de laquelle le prolétariat péruvien mûrit. Et Mariátegui fonde le 7 octobre 1928 le Parti communiste du Pérou avec une idéologie marxiste-léniniste. Mariátegui signale et ébauche des idées qui se basent sur la violence révolutionnaire, disant « Il n'y a pas de révolution mesurée, équilibrée, sereine, placide. Le pouvoir se conquiert par la violence. On ne conserve le pouvoir que par la dictature. » Il conçoit la guerre comme guerre prolongée. Une révolution ne s'accomplit qu'au long de bien des années. Elle connaît fréquemment des périodes où alterne la prédominance des forces révolutionnaires et celle des forces contre-révolutionnaires. Il établit la relation entre la politique et la guerre. Il avait compris que la révolution engendre une armée de type nouveau, avec des tâches qui lui sont propres et qui sont différentes de celles des exploiteurs. Il comprit également le rôle de la paysannerie et la vitale importance de la participation de la classe ouvrière comme classe dirigeante, que la révolution descendrait des Andes et qu'une fois abattue la féodalité du latifundium, le capitalisme urbain manquerait de force pour résister à la marée montante ouvrière, que pour qu'il y ait révolution, on a besoin de fusils, de programmes et de doctrines. Mariátegui concevait la révolution comme une guerre totale, au sein de laquelle confluent les éléments politiques, sociaux, militaires, économiques et moraux, et où chaque faction mobilise et a recours à tous les moyens possibles. Il réfuta catégoriquement le chemin des élections. Mariátegui étant mort en avril 1930, la droite, avec Ravines, allait usurper la direction du parti et provoquer la mise en question et la réfutation du chemin de Mariátegui. Son discours invoque l'insurrection, mais il suit le chemin des élections.
Le soi-disant congrès de constitution du parti en 1942 sanctionne la tactique de l'Union nationale, qui est celle de la capitulation, tant au plan de la politique interne qu'à celui de la politique internationale. Le parti sera influencé par les idées broderistes qui représentent un précédent contemporain où se révèle un évident abandon de la violence révolutionnaire, une tactique de caractère électoral en se centrant sur le Front démocratique national. Pourtant, la ligne rouge combattit en défendant les positions marxistes-léninistes, bien qu'elle fût durement combattue, la lutte intense se résolut par expulsion. Durant le deuxième moment, de 1945 à 1980, le Parti communiste du Pérou se reconstitue, et quant à la ligne militaire, le président Gonzalo établit la définition et les bases du chemin. Ce deuxième moment se divise en deux parties. La première, de 1945 à 1963, qui représente le nouvel élan pour le développement du parti et le début de la lutte contre le révisionnisme, et la deuxième partie, de 63 à 80, qui est celle de l'établissement d'une politique générale et la reconstitution du parti. Au cours de la première partie du second moment, vers le milieu de la décennie 50, commence la lutte pour activer le parti qui, après le coup d'État de Dria, avait été à moitié détruit. Postérieurement, au sein du parti, commence à prendre corps la lutte contre le révisionnisme. Ce processus se déroule au milieu des répercussions de la révolution cubaine et il est provoqué principalement par le déroulement au niveau mondial de la lutte entre marxisme et révisionnisme. On commence à discuter du chemin de la révolution. On parle à nouveau de la lutte armée et, au cours du 4e congrès du parti, en 1962, on décide qu'au Pérou, ce qu'on appelait les deux voies, la pacifique et la violente, sont réalisables, et aussi que la révolution peut suivre le chemin d'encercler les villes par les campagnes, comme les campagnes par les villes. Mais malgré cette phraséologie, essentiellement la vieille orientation électorale subsistait. Concrétisée alors dans ce que l'on nommait Front de libération nationale, inspiré du révisionnisme de Khrouchtchev. C'est alors que commencent à ressortir les positions politiques du président Gonzalo, qui jette les bases de la ligne rouge et adhère aux positions du président Mao dans la lutte entre marxisme et révisionnisme. Au cours de la deuxième partie du second moment, de 1963 à 1980, nous avons l'établissement de la ligne politique générale et reconstitution du parti, tâche que réalisa le président Gonzalo en constituant la fraction rouge du parti au long d'une intense lutte de plus de 15 années et à travers 3 lignes politiques stratégiques. De 1963 à 1969, il guida la fraction rouge avec la ligne politique stratégique de suivre le chemin d'encerclement des villes par les campagnes. De 1969 à 1976, il guida le parti avec la ligne politique stratégique de reconstitution du parti par la guerre populaire. Et de 1976 à 1979, avec la ligne politique stratégique d'achever la reconstitution et jeter les bases pour le début de la lutte armée. Durant la première phase politique stratégique de suivre le chemin d'encerclement des villes par les campagnes, les communistes du Pérou furent profondément ébranlés par la lutte entre marxisme et révisionnisme et les positions marxistes pénètrent dans l'organisation. Dans les années 60 aura lieu un grand mouvement paysan de 300 à 500 000 paysans qui luttèrent pour la terre, mais ça ne se transformera pas en lutte armée par la faute de la direction révisionniste. De grands mouvements de grève se produisirent dans la classe ouvrière et la lutte universitaire se développa elle aussi à un niveau plus élevé. Tout cela devait se répercuter dans le parti et le président Gonzalo allait forger la fraction rouge d'Ayacucho avec la vision très claire que le parti est fait pour prendre le pouvoir et qu'il doit se baser sur la théorie marxiste. Il déchaîna alors une lutte ouverte contre le révisionnisme qui avait son centre en Union soviétique et il adhère fermement aux positions du Parti communiste de la Chine et principalement à celle du président Mao. Il établit que la campagne est un puissant ferment révolutionnaire et il faut prêter une attention toute spéciale aux campagnes et aux autres et aux paysans pauvres. Notre révolution sera de la campagne à la ville. Et il coïncide avec les différentes bases du parti pour expulser le révisionnisme et ses représentants indurcis. Georges del Prado, Acosta
Juan Barrio au cours de la 4e conférence nationale en janvier 1964. Ainsi, notre parti allait être l'un des premiers à rompre avec le révisionnisme et à l'expulser de ses rangs. Le président Gonzalo se voit à la consolidation du parti dans le comité régional d'Ayacucho. Il situa le centre du travail du parti dans les campagnes. Dans la ville, il organisa les masses pauvres en fédération de quartier. Il réorganisa le front en étudiant il organisa le front des étudiants révolutionnaires. Mais le fait transcendant est que, malgré l'opposition de la nouvelle direction centrale, il montre, en appliquant un accord un accord du parti, le travail spécial, c'est-à-dire le travail militaire du comité régional. Il le dota de 3 fonctions: politique, militaire et logistique. Postérieurement, et en livrant une dure bataille des 2 lignes contre les positions de la direction centrale qui prétendait contrôler le travail militaire, il combattit le militarisme, le mercenarisme et le fauquisme. C'est dans ces circonstances qu'allaient éclater les guérillas du MIR, dont la position exprime la lutte de notre peuple à partir d'un point de vue de petit bourgeois et qui suit une ligne militariste et en esquivant le parti. Pourtant, malgré le décalage entre le MIR et la montée de la paysannerie, cela démontrait que la lutte armée comme perspective était réalisable à condition d'être dirigée par une ligne juste et correcte sous la direction du parti. C'est pour cette raison que le président Gonzalo s'opposa à ce que le parti se dissolve et se mette à la traîne du MIR et du ELN en formant un soi-disant front. En septembre 1967, au cours de la réunion du bureau politique élargi, le président Gonzalo allait nous proposer un plan stratégique où figurait un ensemble de mesures que le comité central devait adopter pour construire les 3 instruments, la tâche principale étant de former les forces armées, selon une résolution de la 5e conférence nationale de 1965. Cela se déroule au milieu d'une lutte de fractions, où spécialement les fractions Patria Roya et celles du liquidationnisme de droite de Paredes sont en lutte pour accaparer la direction du parti, et Paredes prétend répéter la tactique de se mettre à la traîne d'une fraction de la grande bourgeoisie et ceux de Patria Roya qui vont se lancer dans un opportunisme de droite. Durant la 2e phase stratégique de reconstituer le parti pour la guerre populaire, le président Gonzalo établira qu'au sein du parti, le révisionnisme est sous-jacent et qu'il faut reconstituer le parti sur la base de l'unité du parti. Le marxisme-léninisme, pensée Mao Tse-tung, la pensée de Marietta Guy et la ligne politique générale. Ces positions furent combattues par les 2 autres fractions dont on a fait mention, et Paredes, en employant mal la lutte de 2 lignes, provoquera l'explosion du parti. Le président Gonzalo comprit qu'il était nécessaire de reconstituer le parti, et que pour ce faire, il fallait livrer une lutte interne en balayant le révisionnisme, comme le prouvent les éditoriaux de Bandera Roya de décembre 1967, développer à fond la lutte interne, et celui d'avril 1968, approfondir et intensifier la lutte interne dans la pratique révolutionnaire. Le président Gonzalo travaillera pour concrétiser la violence révolutionnaire en guerre populaire, en suivant le chemin d'encercler les villes par les campagnes et en réalisant la tâche principale que le parti réclamait, la construction des forces armées révolutionnaires. Il affirmait que le développement du travail paysan révolutionnaire est la base, qu'elle est irremplaçable, que sans un bon travail dans les masses paysannes, orienté par le marxisme-léninisme pensé Mao Tse-tung, sous la direction du Parti communiste, il ne peut y avoir de développement dans la force armée, ni de guerre populaire. Ensuite, il affirma que non seulement il fallait reprendre Marietta Guy et l'actualité de sa pensée, mais la développer. Il établit le programme agraire du parti. En mai 69 et en 72, il établit le plan stratégique du comité régional d'Ayacucho. Il vainquit le liquidationnisme de droite et alors dans le parti, il resta 2 fractions. La fraction rouge, principalement à Ayacucho, dirigée par le président Gonzalo, et la fraction entre guillemets bolchevique, qui agissait surtout à Lima. Ceux qu'on appelait les bolcheviks développèrent une ligne de gauche liquidationniste, une forme de révisionnisme qui isolait le parti des masses. Ils ne concevaient pas qu'il soit possible de lutter sous le fascisme et qu'il suffisait d'avoir une ligne politique.
Quant à la question militaire, ils s'opposaient à la guerre populaire. Ils furent écrasés et leurs chefs prirent la fuite en 1975. Durant la troisième phase politique stratégique d'achever la reconstitution et de jeter les bases, pour le début de la lutte armée, le problème était achevé de considérer terminée la reconstruction du parti et de jeter les bases pour entreprendre la lutte armée. Cela allait se définir lors de la 7e assemblée plénière en avril 1977, quand tout le parti allait travailler sous la consigne de construire en fonction de la lutte armée. En luttant contre l'apparition de la ligne opportuniste de droite, qui soutenait que Velasco avait fait la réforme agraire, qu'il fallait organiser les paysans autour de la Confédération paysanne du Pérou et qu'il fallait réaliser la guerre populaire en faveur de revendications les plus pressantes des masses, oubliant ainsi le problème de la terre du pouvoir. Et dans les villes, les opportunistes développèrent l'ouvriérisme, centrant la classe sur le corporatisme et en s'opposant à ce qu'elle joue son rôle de dirigeant. Après avoir écrasé ses positions, le président Gonzalo mit en marche le plan national de construction en juin 1977. Des dizaines de cadres furent envoyés dans les campagnes en fonction des besoins stratégiques de la guerre populaire et pour construire des comités régionaux en tenant compte des futures bases d'appui. Lors de la 8e assemblée plénière en juillet 1978, il établit le schéma pour la lutte armée. L'essence de ce schéma est que la guerre populaire au Pérou doit se dérouler comme une unité, tant dans la campagne que dans la ville, la campagne étant le principal théâtre des actions armées, en suivant le chemin d'encerclement des villes par les campagnes. Il faut, de plus, tenir compte du processus historico-social du pays, spécialement l'aspect militaire, l'importance de la Sierra dans notre histoire, principalement de celle du centre d'importance de la capitale. Il faut situer le pays dans l'ensemble de l'Amérique latine, en Amérique du Sud quant à l'aspect particulier, et dans le contexte international et celui de la Révolution mondiale. Tout le parti entra en réorganisation générale, situant le centre dans la campagne pour développer la forme principale de lutte et la forme principale d'organisation, et l'on jeta les bases de la construction des 3 instruments de la Révolution. En synthèse, tout ce processus de reconstitution nous a doté d'un parti de type nouveau, préparé pour entreprendre la guerre populaire et la diriger jusqu'à la conquête du pouvoir dans tout le pays, processus au cours duquel, avec l'idéologie prolétaire et sous la direction du président Gonzalo, la conquête du pouvoir à travers la guerre populaire. Durant le 3e moment du parti, à partir de 1980, le parti commence à diriger la guerre populaire et campion la définition, la préparation, le début et le développement de la guerre de guérilla. Définition. En substance, le parti prit la décision historique et transcendante d'entreprendre la guerre populaire au Pérou. Ce fut défini lors de la 9e assemblée plénière élargie en juin 1979. Cet accord fut pris au cours de 3 instances luttes. La première contre la ligne opportuniste de droite qui s'opposait à entreprendre la lutte armée, niant la situation révolutionnaire en affirmant que les conditions n'existaient pas et qu'il y avait stabilité. On les expulsa et le parti décida de passer à une nouvelle étape avec un nouvel objectif. La deuxième lutte s'engagea contre une nouvelle ligne de droite qui considérait qu'il était impossible d'entreprendre une lutte armée, que c'était un rêve, et qu'il n'était pas nécessaire de prendre cette décision car c'était une question de principe. La troisième lutte porta sur les divergences de la gauche qui mirent en évidence les nuances quant à la façon de développer la guerre populaire. Il fut établi que la nuance prolétaire étant celle du président Gonzalo, c'était par conséquent celle qui devait s'imposer. Le parti tout entier prit l'engagement de s'orienter sur la direction du président Gonzalo. Quant à la construction des forces armées, on décida de former des cadres militaires, des groupes préparés pour l'action et de nier les forces réactionnaires en visant les soldats.
Quant à la stratégie et à la tactique, on reprit le système organique. 2. Préparation. Arrivé à ce point, on sanctionne le programme du parti, la ligne politique générale de la révolution péruvienne et les statuts du parti. L'on résout les problèmes de la stratégie politique quant à la violence révolutionnaire, la guerre populaire et le parti, l'armée et le front unique, et l'on prend la décision suivante. Forger dans les faits la première compagnie. Que fleurisse la violence concrétisée dans le début et le développement de la lutte armée. Ouvrons avec du plomb et offrons notre sang pour écrire le nouveau chapitre de l'histoire du parti et de notre peuple. Et forgeons, dans les faits, la première compagnie. Pérou, le 3 décembre 1979. Le parti prépara la lutte armée en traitant 2 questions. 1. Problème de stratégie politique qui comprennent le contenu, les objectifs de la guerre populaire en perspective et dans l'immédiat, ainsi que les directives que doit recevoir la guerre populaire, les plans militaires et la construction des 3 instruments, ainsi que leur lien avec le pouvoir nouveau. 2. Le début de la lutte armée. Ce problème capital, décisif, retint tout spécialement l'attention du président Gonzalo, qui établit le plan du commencement, guidé par la consigne « Commencer la lutte armée », qui représentait le condensé de la politique principale qui devait se concrétiser militairement et dont le contenu comprenait, premièrement, les tâches politiques à accomplir, c'est-à-dire entreprendre la lutte armée, boycotter les élections, propulsion armée de la lutte armée pour la terre et jeter les bases du nouveau, en particulier du pouvoir. Deuxièmement, forme de lutte, guérilla, sabotage, propagande et agitation armée, élimination sélective. Troisièmement, forme organique et militaire, détachement armé avec ou sans armes modernes. Quatrièmement, calendrier, jour du commencement et durée du plan, action simultanée à des dates spécifiques. Cinquièmement, consigne, lutte armée, gouvernement d'ouvriers et de paysans, et abat le nouveau gouvernement réactionnaire. La préparation se réalisa au cours d'une lutte contre les positions de droite qui niaient l'existence de conditions et qui affirmaient que le parti n'était pas préparé, ou que les masses n'allaient pas nous appuyer. Le chef de ces positions déserta et ses thèses furent écrasées. 3. Le début. La guerre populaire au Pérou commença le 17 mai 1980. Ce fut un coup politique de grande transcendance, un défi qui proclamait, en déployant les rouges drapeaux rebelles et en élevant faucilles et marteaux, la rébellion se justifie et le pouvoir naît du fusil. On convoquait ainsi le peuple, la paysannerie pauvre, principalement, à se lever en armes et allumer le brasier et à ébranler les Andes pour écrire l'histoire nouvelle dans les campagnes et les méandres de notre tumultueuse géographie, pour abattre les murs putrides de l'ordre oppresseur, pour conquérir les cimes, donner l'assaut au ciel avec des fusils et ouvrir la nouvelle aurore. Les débuts furent modestes, presque sans armes modernes. On combattit, on avança et on construisit du petit au grand, et du feu initial matériel réduit, surgit l'incendie violent et rugissant qui se répand, semant la révolution, explosant à la plus impétueuse des guerres populaires. Ce troisième jalon se prolongea de mai à décembre 1980. On résolut le problème de comment entreprendre la lutte armée et passer des effectifs de paix aux effectifs de guerre. La clé fut la militarisation. Je finis ou... Attendez. Vas-y, finis, ouais. Ok. La clé fut la militarisation du parti qui se réalisa au travers des actions et du magistral plan du début. Ainsi naquit le nouveau. La forme principale de la lutte armée, et la forme principale d'organisation, les détachements et les pelotons. Dans la campagne, les actions les plus remarquables furent celles des guérillas à Ayrambaba et Aysarca, dans la ville l'incendie de l'hôtel de ville de Sainte-Martine. Le boycottage des élections dans le village de Chuchi avait marqué le début de la guerre populaire. Le plan se réalisa en triomphant des positions de droite qui prétendaient que le plan était auchista et que les actions se centraient dans la ville, mettant ainsi l'accent sur l'apparence et embrouillant l'essence, car la réaction mettait à la une les sabotages dans les villes et minimisait l'action dans les campagnes. C'est une spécificité de la guerre populaire au Pérou de faire de la campagne le principal théâtre des actions et les villes le complément nécessaire. Alors, 4. Développement de la guerre de guérilla. Il s'est effectué à travers 3 plans militaires. Déployer la guerre de guérilla, conquérir des bases et développer les bases. Déployer la guerre de guérilla se réalisa avec un plan qui dura de mai 1981
à décembre 1982, et une période préalable durant le mois de janvier 1981, qui était ouvrir des zones de guérilla en fonction des bases d'appui. Cela impliqua un saut qualitatif idéologico-politique par le fait de mettre à la base de l'unité du parti le marxisme-léninisme-maoïsme, pensée guide du président Gonzalo. Au niveau militaire, les guérillas s'ouvrirent en éventail dans tout le pays, en conquérant des armes et des moyens, commotionnant la campagne par des actions armées et frappées pour avancer vers l'installation des bases d'appui. Plan partiel qui fut accompli, le dernier, frappé, étant le chaînon des relie au plan suivant. On avança dans la destruction des relations féodales de production, visant le gamonalisme, qui est le fer de lance, et en combattant les opérations policières conjointes. On réalisa une multitude d'assauts à des postes de police et des éliminations sélectives au sein du pouvoir gamonal, suscitant ainsi une grande mobilisation des masses paysannes qui s'incorporaient aux milices, ce qui créa un vide du pouvoir de la réaction. Ainsi surgissent et se multiplient les comités populaires et surgissent et se spécifient les bases d'appui. Il faut relever des actions comme l'assaut de la prison de la ville d'Ayacucho où, pour la première fois, la compagnie entra en action. On mit en échec la ville et l'on arracha de la prison des dizaines de prisonniers de guerre. Les assauts donnés aux postes de police de Vilcachuaman, de Totos, de San José de Seche, les sabotages du réseau électrique et des voies de communication, des destructions comme à Pincos, Tochama, Alpachaca, Huaylapampa, entre autres. Dans les villes, les sabotages du capitalisme bureaucratique et de l'impérialisme ainsi que le soutien aux grèves par des actions armées. Les positions de droite... Ah oui, pardon. Vas-y. Ok. Les positions de droite que l'on combattit alors furent celles du pouvoir personnel et du fief, et aussi le recul dans les faits. Déployer la guerre de guérilla nous valut la conquête la plus importante, le pouvoir nouveau. Les comités populaires clandestins, qui sont le support des bases d'appui, face à l'avance de la guerre populaire, le mouvement réactionnaire de Belaúnde déchaîna dès le début la persécution, la répression, la torture, la prison et la mort sur les militants, les combattants et les masses. On monta des opérations policières indépendantes et conjointes des forces de police, garde civile, garde républicaine, police secrète, en plus des corps spécialisés anti-subversifs comme les Sinchi. Le gouvernement promulgua le décret loi numéro 46, véritable loi terroriste qui viole les plus élémentaires principes de droit pénal bourgeois. Mais toutes ces mesures ont connu un échec total. Les masses résistèrent et repoussèrent l'agression. Face à l'apparition du pouvoir nouveau, les réticences du gouvernement de Belaúnde cédèrent. Au début, ils avaient minimisé le problème pour conserver sa fausse image démocratique. Mais la nécessité de classe s'imposa, celle des exploiteurs, des grands bourgeois et des propriétaires terriens, sous la protection de l'impérialisme yankee, principalement, et on confia aux forces armées de terre, marine de guerre et forces de l'air, cette colonne vertébrale de l'État. Le rétablissement de l'ordre politique avec l'appui des forces de police. L'on décréta l'état d'urgence et mit sous contrôle politico-militaire la région d'Ayacucho, Apurimac et Huancavelica à partir de décembre 1982 jusqu'à maintenant. Le président Gonzalo, en vue du développement de la guerre populaire et de la réponse contre-révolutionnaire qui impliquait un bond qualitatif, proposa le grand plan de conquérir des bases au cours de la réunion élargie du comité central de janvier-mars 1983, au cours de laquelle il définit les 4 tâches politiques: réorganisation générale du parti, création de l'armée populaire de guérilla, du Front révolutionnaire de défense du peuple et de sa concrétisation en comité populaire dans la campagne et en mouvement révolutionnaire de défense du peuple dans les villes, et le plan militaire de conquérir des bases. Politiquement, la contradiction État nouveau-ancien État
se frayer un chemin et sous la consigne de défendre, développer et construire les bases d'appui, se déroulait une dure bataille armée dans laquelle la réaction luttait pour rétablir l'ancien pouvoir et la révolution pour contre-rétablir le pouvoir nouveau. C'est cela que nous appelons lutte entre rétablissement et contre-rétablissement qui couvre 1983 et 1984. On spécifia des plans militaires pour les organismes de zone en appliquant la tactique de contourner l'ennemi et de frapper son point le plus faible. On réalisa 2 campagnes avec succès. Le pouvoir nouveau en sortit fortifié, ayant passé sa première épreuve du feu. Le parti s'aguerrit et l'armée populaire de guérilla se développa. Les forces armées réactionnelles. Attends, je crois que c'était mon tour. Ah, ok. Désolé. Vas-y. Les forces armées réactionnaires menèrent leur guerre contre-révolutionnaire, suivant les conceptions de leur maître, l'impérialisme yankee, selon la théorie de la guerre contre-révolutionnaire qu'il avait élaborée en se basant sur ses expériences, principalement celles du Vietnam, et en particulier les expériences des combats contre la lutte armée en Amérique latine, spécialement en Amérique centrale. C'est la source théorique de base à laquelle il faut ajouter l'expérience antiterroriste d'Israël et de ses pareils d'Argentine, ainsi que les assesseurs de l'Allemagne fédérale, de Taïwan, de l'Espagne, etc. Et puis, l'expérience des quelques mois de lutte anti-guérilla de 1965 et de la plus circonscrite d'entre elles à la Convention. Les opérations qui se réalisent maintenant sont placées sous la direction du commandement conjoint des forces armées, qui agit selon les dispositions du Conseil de défense nationale, avec à sa tête l'actuel président de la République, Alan Garcia, ce qui engage sa responsabilité directe et inéluctable. Cette stratégie contre-révolutionnaire a été vaincue constamment, écrasée et complètement défaite par la guerre populaire, qui démontra ainsi au monde, de façon réitérée, la supériorité de la stratégie du prolétariat sur celle de l'impérialisme. Les politiques spécifiques que la réaction appliqua. Masse contre masse, génocide, charnier, disparition de villages entiers. En résumé, on déchaîna la terreur blanche dans la campagne, spécialement à Ayachucho, Huancavelica et Apurimac. Le résultat de ce génocide, 8700 Péruviens morts, dont 4700 assassinés parmi les plus pauvres et les plus exploités de la paysannerie, principalement, et des quartiers pauvres et bidonvilles des villes, plus de 4000 disparus. Ce génocide n'a pas donné les résultats attendus, car il n'arriva pas à écraser la guerre populaire, mais au contraire, la guerre populaire fait rage frappant fort et se développant, prouvant ainsi ce que le président Mao nous enseigne, que la répression ne fait qu'attiser la révolution. C'est dans le plan de conquérir des bases que se situe le plan du Grand Bond, lequel, suivant la stratégie politique spécifique des deux républiques s'exprime, deux chemins, 2 axes, et la stratégie militaire de généraliser la guerre des guérillas, a réalisé 4 campagnes couronnées de succès, guidées par la politique de nous ouvrir un espace politique, contre les élections générales de 1985, les entraver, les perturber et les empêcher là où nous le pourrons, contre l'avènement du nouveau gouvernement apriste et miner le montage fasciste et corporatif apriste. La guerre populaire se déroula dans la région de Ayacucho, Huancavelica et Apurimac, et s'étendit à Pasco, Huanaco et San Martín, couvrant un territoire qui va du département de Cajamarca à la frontière de l'Équateur au nord-est, jusqu'à Puno à la frontière de la Bolivie sud-est, frappant et ébranlant les villes, spécialement la capitale. Ainsi, la guerre populaire couvre principalement la Sierra, c'est-à-dire l'axe historique de la cité péruvienne, et sa partie la plus arriérée et pauvre, pour la transformer en grand théâtre de la guerre révolutionnaire qui pénètre la forêt amazonienne et la côte. Ainsi donc, la guerre populaire ne fut pas conçue pour une seule région, mais pour différentes régions pour s'y développer simultanément, mais d'une façon inégale, avec une région principale qui peut varier si c'est nécessaire, et tout cela dans le cadre d'un plan stratégiquement centralisé et tactiquement décentralisé. Parmi les actions les plus marquantes figurent les coups portés aux bases de combat anti-guérilla dans le département d'Ayacucho, la destruction des groupements renforcés, les retards provoqués à la mise en place de micro-régions. À Huancavelica, destruction des pylônes de haute tension du réseau électrique et destruction du réseau routier. Destruction des associations agraires de Cinto et Vichincha, avec distribution du bétail et impression de terre. Pénétration à Apurimac. Dans le centre de la Sierra, des embuscades comme celle de Michihuilca
sabotage de la sous-station de Centreville, sabotage de la SIS Tupac Amaru, invasion de terre au nord avec la consigne de conquérir la terre, qui mobilisa 160 000 paysans avec confiscation de 320 000 hectares, dont la plupart des pâturages et de 12 000 vaches, sabotage de l'oléoduc nord-péruvien, ainsi que du local central de la PRA, à Trujillo. Au sud, on a agité le problème de la terre en mobilisant plus de 10 000 paysans. À Huallaga, assaut au poste de police de Ocayacu, destruction de la grande entreprise de production de thé, embuscade à la garde républicaine. À Lima, sabotage d'ambassades telles que celle du social-impérialisme russe, de dizaines de locaux politiques de l'APRA, de banques et de fabriques, ce qui mena le gouvernement à décréter l'état de siège et le couvre-feu dans la capitale en février 1986 sous la responsabilité des forces armées. Alan Garcia. Ah non, pardon, désolé. T'inquiète. Alan Garcia, poursuivant la politique contre-révolutionnaire de son prédécesseur, tente d'écraser la guerre populaire par le génocide, comme à Comarca, Yoclapampa, Bella Vista ou Maru dans la campagne. Dans la capitale, il a déchaîné 2 génocides contre les prisonniers de guerre. Le premier, le 4 octobre 1985, au cours duquel on tua 30 militants et combattants dans la lumineuse tranchée de combat de l'Urigancho, mais sans arriver à briser l'héroïque résistance des prisonniers de guerre qui, avec leur sang, écrivirent le jour du prisonnier de guerre. Et puis il y eut le deuxième massacre, le 19 juin 1986, le plus vil et exécrable des crimes, prémédité traîtreusement dans le but d'écraser la guerre populaire et d'exterminer les prisonniers de guerre. Mais eux, en résistant férocement, infligèrent la plus grave défaite politique, militaire et morale du gouvernement apriste assassin, faisant ainsi éclater son dilemme et définir sa position de serviteur de la grande bourgeoisie et de sa faction bureaucratique pour développer le fascisme et le corporatisme. L'assassin Garcia et le parti apriste resteront à jamais couverts de sang. Le jour de l'héroïsme s'inscrivit avec la monumentale trilogie des 250 morts dans les lumineuses tranchées de combat de El Frontón, l'Urigancho et El Callao. Nous condamnons et démasquons l'opportunisme et le révisionnisme avec ses différentes variantes. Pro-russes, pro-chinois, les faux mariatéguistes, tous ceux qui ont agi ou agissent en délateurs en servant de wagons de queue à la contre-révolution, ceux qui nient et combattent la guerre populaire et la qualifient de terroriste, répétant ainsi ce que Reagan et la réaction péruvienne et mondiale disent sans jamais pouvoir prouver leurs imputations. Ils lancent simplement des adjectifs et condamnent la violence d'où qu'elle vienne, et ils maintiennent leur vieille position électorale pour tenter d'enfermer le peuple dans le crétinisme parlementaire. Ainsi, ils s'enfoncent chaque jour davantage dans la sauvegarde du vieil ordre, de son parlement putride, ses farces électorales, sa constitution et ses lois. Ces opportunistes de tout poil vivent en tremblant d'une crainte révérentielle devant les forces armées et le coup d'État. Nous condamnons l'attitude rampante de Barrantes, Lingwan, et sa capitulation, ainsi que celle de ses acolytes et de ses compères. La stratégie politique du grand plan de conquérir les bases, qui se réalisa depuis 1983 à travers les 2 campagnes Défendre, développer et construire 1 et 2, ainsi que celle du plan du grand bond. Avec ces 4 campagnes jusqu'à décembre 1986, nous démontre l'avance de la guerre populaire et la solidité de notre lien avec les masses, malgré tout ce que l'on peut dire comme cela, car le fait les démente irréfutablement. La guerre populaire a gagné le pays en s'entendant dans la Sierra, la forêt amazonienne et la côte. Elle marche vigoureusement et enthousiaste, construisant le nouveau ouvrant l'avenir. Le nouveau ouvrant l'avenir, et l'on conquis les bases d'appui qui présentent l'essentiel du chemin d'encercler les villes par la campagne. Quant au grand plan de développer les bases, il occupe une place spéciale dans la guerre populaire, car l'essence même de la guerre populaire, c'est le développement de des bases d'appui. Et pour cela, le grand plan
pour développer des bases à avoir avec la construction du pouvoir nouveau et son développement. Il a à voir avec la perspective qui s'ouvre de conquérir le pouvoir dans tout le pays. C'est ainsi que la stratégie politique de développer des bases et la stratégie militaire est développer la guerre populaire en servant la révolution mondiale, plan qui se réalise au moyen d'un plan pilote. Pour triompher, la révolution engendre et puis écrase une puissante contre-révolution. Nous entrons donc dans des années décisives sans que l'APRA ait un plan stratégique. Il parle de nouvelles stratégies, mais il n'y a rien de semblable. La seule chose que l'APRA puisse faire, c'est de promulguer des lois politiques, économiques et sociales, doter de plus de moyens et renforcer les militaires pour aider les forces armées à nous combattre au moyen d'un nouveau génocide dans de nouvelles conditions, tant pour nous que pour eux. Pour nous, le génocide qui se prépare se présente en de nouvelles circonstances. Nous avons déjà vécu le génocide de 1983 et de 1984 qui démontra comment la population les répudia et comment la révolution s'était renforcée. La réaction ne peut rien faire d'autre que massacrer, mais cela renforcera la guerre populaire. Il pourra y avoir, au début, des replis, des inflexions, mais nous vaincrons. Ainsi, le marxisme-léninisme-maoïsme pensait Gonzalo, en persistant dans notre politique des 5 développements, certain que la guerre populaire est invincible, que le peuple nous appuie, et que c'est celui qui fera l'histoire, toujours sur la direction du Parti communiste. Au sujet des situations concrètes et des possibilités qui se présentent, avec le nouveau grand plan de développer des bases, il faut tenir compte de ce qui suit. 1. Des groupes armés apparaissent, comme le MRTA et le CRP, qui se sont refondus, mais qui n'ont pas une conception marxiste définie, ce qui les mènera à servir l'impérialisme, le social-impérialisme et le soi-disant dialogue que propose le fascisme, auquel ils ont déjà donné des trêves unilatérales. 2. L'APRA a déjà commencé à développer le fascisme et le corporatisme, et il affronte de sérieuses et croissantes difficultés dues à sa croissante et sinueuse collusion et lutte avec la bourgeoisie comprador, entre autres contradictions encore plus importantes. 3. La lutte de classe s'exacerbe de plus en plus. Les masses se défendent et résistent. Si des explosions sociales urbaines se produisaient, elles pourraient être mises à profit par le social-impérialisme et la réaction en général, à travers ses représentants. 4. Il pourrait y avoir un coup d'État, et de plus, García Pérez lui-même pourrait organiser un autocoup afin de se réserver pour l'avenir. 5. Comme perspective, on peut considérer que la réaction pourrait aussi jouer la carte d'un gouvernement genre Allende, en se servant de la prise de Barrantes ou d'un autre semblable à lui. Dans cette éventualité, il faut considérer le rôle sinistre de la gauche unie. Je fais le 6, le 7 et le 8 ? Comme tu veux. Ok, Oui, oui. Ouais. 6. L'État péruvien a des problèmes de frontières que l'on peut attiser à n'importe quel moment, comme le démontre l'expérience d'autres pays latino-américains. Il faut considérer sérieusement ce problème. 7. L'envoi de troupes yankees est déjà un fait réel et pas une simple possibilité. Leur présence est liée dans d'autres pays aux mêmes problèmes, spécialement limitrophes, et doit être considérée en relation directe avec les mesures militaires adoptées par le Brésil. 8. Les guerres impérialistes et leurs agressions continuent à augmenter, et la guerre mondiale entre les USA et l'URSS pour l'hégémonie mondiale continue à se préparer à travers de collusions et de luttes aux dimensions globales. Par conséquent, la guerre populaire est de nécessité péremptoire et la guerre populaire mondiale une perspective inévitable. Il faut tenir compte sérieusement de toutes ces possibilités pour diriger la guerre populaire, avec la politique aux commandes et, en particulier, avec la perspective de la conquête du pouvoir dans tout le pays, ce qui peut se présenter et qu'il faut assumer. Par conséquent, il faut être fermement préparé et organisé au point de vue idéologique et politique. La première campagne du plan pilote du grand plan de développer des bases a signifié la plus profonde des commotions avec d'énormes répercussions au niveau national et international. L'ancien État s'effrite, personne ne l'avait ébranlé jusqu'à ce point au Pérou. Maintenant, nous devons couvrir la nécessité politique et historique de couronner brillamment en posant un jalon historique avec la deuxième campagne, étant étendu que le plan pilote est comme la bataille initiale de tout le grand plan de développer des bases. En conclusion,
En 8 années de guerre populaire, nous avons accompli plus de 45 000 actions qui révèlent une qualité élevée. Le parti militarisé s'est trempé, l'armée populaire de guérilla s'est développée et son bellicisme s'est accru. Nous avons des centaines d'organismes du pouvoir nouveau et les masses les plus pauvres nous appuient toujours davantage. C'est à qui? C'est à... Ah, c'est à moi, pardon. La guerre populaire a élevé la lutte des classes de notre peuple à son niveau le plus haut et cela se répercute dans la lutte Pardon. La guerre populaire a élevé la lutte des classes de notre peuple à son niveau le plus haut et cela se répercute dans la lutte même des masses, les poussant à s'incorporer par bonds et progressivement à la guerre populaire. Ainsi, la guerre populaire retourne le pays, la vieille taupe creuse profondément les entrailles de l'ancienne société, rien ne pourra l'arrêter. Le futur habite déjà parmi nous, l'ancienne société putrit de naufrage irrémédiablement. La révolution prévaudra. Vive la guerre populaire. Notre tâche, développer la pensée populaire en servant la révolution mondiale, sous le drapeau du marxisme-lénisme-maoïsme, pensait Gonzalo. Grand 2. Le chemin d'encercler les villes par les campagnes est la base d'appui révolutionnaire. Le président Mao a établi le chemin d'encercler les villes par les campagnes et sa substance, les bases d'appui, en tenant compte de ce que les puissants impérialistes et leurs alliés réactionnaires chinois étaient retranchés dans les villes principales et que si la révolution refusait de capituler et persister dans la lutte, elle devait transformer les zones rurales arriérées et de solides bases d'appui d'avancée en de grands bastions militaires, politiques, économiques et culturels de la révolution, à partir desquels on lutterait contre le féroce ennemi qui attaquait les zones rurales en servant des villes, et menait pas à pas la révolution jusqu'à la victoire complète à travers une guerre prolongée. En se basant sur cette thèse maoïste, le président Gonzalo a établi qu'il fallait mener une guerre populaire unitaire dans laquelle la campagne serait le théâtre principal des actions armées, car dans notre pays, nous avons une immense majorité de masse paysanne et c'est donc là que nous devons construire les bases d'appui. Le président Mao l'a dit. La lutte révolutionnaire prolongée, qui est soutenue par ces bases révolutionnaires d'appui, est fondamentalement une guerre de guérilla des paysans dirigée par le Parti communiste de la Chine. Il est donc erroné de méconnaître la nécessité d'employer les zones rurales comme base d'appui révolutionnaire, de laisser de côté l'ardu travail parmi les paysans et de négliger la guerre de guérilla. Mais, de plus, le président Gonzalo spécifie que dans les villes, comme complément, on doit réaliser des actions armées, car, comme le démontre l'expérience internationale ainsi que la nôtre, c'est réalisable. Il tire par exemple une leçon de ce qui arriva à la guérilla des Philippines, qui s'enfonça dans la campagne et laissa de côté les villes, en particulier la capitale, isolant ainsi les guérillas. Au Brésil également, les révolutionnaires effectuèrent des actions armées dans les campagnes et dans les villes, mais sans spécifier quel secteur était le principal. Pardon. Bah toi, Sarah. Au Vietnam, on réalisa d'importantes actions armées, également dans les villes. Il faut tenir compte des particularités de l'Amérique latine, où le pourcentage du prolétariat et des masses pauvres dans les villes est élevé et où les masses sont prêtes à réaliser des actions complémentaires de celles de la campagne. Mais dans les villes, on ne construit pas le pouvoir nouveau, ni des bases d'appui, mais un front concrétisé en mouvement révolutionnaire de défense du peuple, avec des centres de résistance qui font la guerre populaire et préparent la future insurrection, qui se réalisera quand les forces de la campagne donneront l'assaut aux villes en coordination avec l'insurrection intérieure. Les bases d'appui sont les bases stratégiques sur lesquelles s'appuyaient les forces de la guérilla pour accomplir leurs tâches stratégiques et couvrir l'objectif qui est de conserver et d'augmenter leurs forces, ainsi que d'exterminer et rejeter l'ennemi. Sans ces bases stratégiques, il n'existerait rien sur quoi nous appuyer pour pouvoir exécuter n'importe laquelle de nos tâches stratégiques et atteindre l'objectif de la guerre. Le président Mao conçoit 3 conditions pour la création des bases d'appui: avoir des forces armées, vaincre l'ennemi et mobiliser des masses. Ces 3 conditions. Ces 3 conditions. Vas-y. Pardon. Ok. Ces 3 conditions furent spécifiées dans notre guerre populaire quand, en 1982, en appliquant le plan de déroulé de la guerre de guérilla dans les parties, dans la partie abattre l'ennemi, on vise les relations féodales de production pour les détruire. On donna l'assaut à des postes de police, on réalisa des délimitations,
des éliminations sélectives du pouvoir gamonal, et ainsi les forces de police abandonnèrent la campagne et se replièrent sur les chefs-lieux capitalistes provinciales. Les autorités de l'ancien pouvoir démissionnèrent massivement, créant ainsi un vide du pouvoir, et des dizaines de milliers d'hommes appartenant aux masses furent mobilisés. C'est dans ces conditions qu'apparurent les bases d'appui qui sont spécifiées en comités populaires clandestins. Il est donc erroné de suivre dogmatiquement l'expérience chinoise, car si les conditions existaient et les principes étaient en vigueur, il fallait construire les bases d'appui. Oui, il fallait construire les bases d'appui. Cela impliqua d'entrer en lutte contre le droitisme qui prétendait que l'on n'avait pas vaincu de grandes forces ennemies, alors que le problème résidait dans le fait que les forces ennemies avaient abandonné la campagne comme conséquence de la défaite de leur plan politique et militaire. Le président Gonzalo a établi un système de base d'appui entouré de zones de guérilla, de zones d'opération, de points d'action, en tenant compte des conditions politiques et sociales, de la tradition de lutte, des caractères géographiques, du développement du parti et de l'armée et des masses. Il est essentiel de soutenir la validité du chemin d'encerclement des villes par les campagnes et son essence, la base d'appui, car avec des guérillas d'insurgés errants, l'armée populaire de guérilla n'aurait pas la base d'appui qui représente l'arrière-garde qui le soutient, et l'on ne pourrait pas non plus construire le pouvoir nouveau. Nous sommes totalement opposés au folkisme. 3. La guerre prolongée. La guerre populaire est prolongée parce qu'elle dérive de la corrélation entre les facteurs de l'ennemi et les nôtres qui sont déterminés par les 4 caractéristiques fondamentales suivantes. La première, que le Pérou est une société semi-féodale et semi-coloniale, sur laquelle s'élève un capitalisme bureaucratique. La deuxième, que l'ennemi est fort. La troisième, que l'armée populaire de guérilla est faible. Et la quatrième, que le Parti communiste dirige la guerre populaire. De la première et de la quatrième caractéristique, il découle que l'armée populaire de guérilla peut croître et vaincre. De la deuxième et la troisième caractéristique, il découle que l'armée populaire ne peut croître très rapidement ni vaincre bientôt son ennemi. Ces particularités déterminent le caractère prolongé de la guerre. L'ennemi est fort et nous sommes faibles. Là réside le danger d'être vaincu. Mais l'ennemi n'a qu'un seul avantage, l'importance de ses effectifs et les armes dont il dispose. Par contre, tous les autres aspects constituent pour lui des points faibles, car il a pour objectif de défendre l'ancien pouvoir putride de l'État propriétaire terrien bureaucratique. Il a une ligne militaire bourgeoise. C'est une armée de mercenaires. Il ne possède pas une discipline consciente et son moral est bas. Il existe de fortes contradictions entre officiers et soldats et il s'est discrédité dans les masses. Et puis, la base même de l'armée réactionnaire est d'origine ouvrière et paysanne et peut donc se désintégrer face à une guerre injuste. Par ailleurs, au Pérou, jamais les forces armées n'ont gagné de guerre et elles sont expertes en défaites. De plus, elles ont reçu et reçoivent l'appui de la réaction internationale. Mais nous comptons sur l'appui des nations opprimées, des peuples du monde et du prolétariat international qui sont les forces nouvelles. L'armée populaire de guérilla a un seul point faible, un développement insuffisant. Mais les autres aspects constituent des avantages de poids. Cette armée mène une guerre populaire pour créer un pouvoir nouveau. Elle a une ligne militaire prolétaire, elle est dirigée absolument par le Parti communiste. Elle se base sur le courage de la classe et l'héroïsme révolutionnaire. Par conséquent, elle possède une discipline consciente. Son moral est haut et il existe une étroite union entre officiers et soldats. C'est une armée intégrée par le peuple lui-même, par les ouvriers et les paysans, principalement les pauvres. Mais le fait objectif est qu'il existe une grande disparité entre les forces de l'ennemi et les nôtres, et que pour passer de la faiblesse à la force, nous avons besoin d'un certain temps au cours duquel les défauts de l'ennemi se manifesteront et nos avantages se développeront. C'est pour cela que nous disons que notre armée est, apparemment, faible mais forte en essence et que l'armée ennemie est, apparemment, forte mais faible en essence. Ainsi, pour passer de l'état de faiblesse à celui de force, nous devons mener une guerre prolongée. Celle-ci a 3 étapes. La première,
c'est la période de l'offensive stratégique de l'ennemi et de notre défense stratégique. La deuxième sera celle de la consolidation stratégique de l'ennemi et de notre préparation pour la contre-offensive. La troisième sera la période de notre contre-offensive stratégique et de la retraite stratégique de l'ennemi. Ainsi, le président Gonzalo nous enseigne que la guerre populaire est prolongée, longue, cruelle mais victorieuse, et il nous dit que sa durée s'étendra ou se raccourcira en conservant son caractère prolongé, dans la mesure où nous combattrons en suivant plus étroitement la ligne militaire prolétaire, car le principal danger est celui du droitisme qui peut dresser de sérieuses embûches à la guerre. Je finis le chapitre. Actuellement, nous nous trouvons dans la période de l'offensive stratégique de l'ennemi et de notre défensive stratégique, et nous devons renforcer la guerre populaire, en appliquant la guerre de guérilla généralisée, en jetant les bases pour l'étape suivante, et en payant le prix nécessaire, tout en luttant afin qu'il soit le moins élevé possible. Grand 2. Construction de l'armée populaire de guérilla. Pour livrer la guerre populaire, il faut compter sur la forme principale de l'organisation, qui est l'armée populaire de guérilla, car la colonne vertébrale de l'ancien État est la force armée réactionnaire, et pour détruire l'ancien État, il faut détruire ses forces armées réactionnaires, et le parti doit compter sur une puissante armée. Sans une armée populaire, le peuple n'aura rien, disait le président Mao. La construction de l'armée se voit dans la ligne de construction basée sur le marxisme-maoïsme, pensait Gonzalo, en synthétisant l'incorporation des milices à l'armée populaire de guérilla est un apport du président Gonzalo. Sa création, en tant que telle, représente un pas en avant vers la mère armée des masses et la solution pour passer de l'état de masse désorganisé à celui de masse militairement organisée. Grand 3. Stratégie et tactique. Le président Gonzalo souligne 7 points sur la stratégie et la tactique du président Mao, en spécifiant quelques-uns d'entre eux auxquels il faut prêter la plus grande attention pour diriger la guerre populaire. Quentin, sur la stratégie et la tactique. Il part de la thèse du président Mao que la tâche de la stratégie, comme science, consiste à étudier les lois de la direction des opérations militaires qui influencent la situation de la guerre dans son ensemble. La tâche de la science des campagnes et de la tactique consiste à étudier les lois de la direction des opérations militaires de caractère partiel. Et il opère un développement stratégique de la façon dont il faut conduire la guerre dans l'ensemble du pays, dans chaque zone, en tenant compte de sa relation avec la situation internationale. Il expose la question des axes, des sous-axes, les directions de mouvement et les lignes du mouvement qui nous permettent de garder l'orientation stratégique de la guerre en toutes circonstances et d'affronter toute espèce d'opération politique et militaire que monte la contre-révolution. Sur cette base, le président Gonzalo établit le plan militaire national stratégiquement centralisé et tactiquement décentralisé, en partant du principe que tout plan est une idéologie. Ils doivent refléter la réalité et les méandres qu'elle montrera. En se référant à Staline, il relie stratégie avec tactique et établit les plans stratégico-opératifs qui, concrètement, sont la façon selon laquelle la stratégie se relie aux opérations tactiques. Ainsi, chaque comité doit élaborer ses plans stratégico-opératifs dans le contexte du plan stratégique général et, spécifiquement, dans le plan stratégico-opératif commun à tout le parti. La disposition correcte émane de la justesse des décisions du commandement. Tout plan militaire doit se baser sur une reconnaissance indispensable et une étude poussée de la situation de l'ennemi, de sa propre situation et des relations entre les deux, c'est-à-dire avoir toujours à l'esprit les deux collines. On doit se diriger selon une stratégie politique et une stratégie militaire. Quand nous élaborons des plans, nous tenons compte des lignes générales suivantes. 1. La lutte des classes internationales entre révolution et contre-révolution. L'idéologie, le mouvement communiste international, le MRI. La lutte de classes dans le pays, la contre-révolution, la conjoncture politique, la guerre anti-subversive. 3. Le développement de la guerre populaire, évaluation et loi et leçons. 4. Nécessité de l'investigation. 5. La guerre populaire et la construction. 6. La guerre populaire et les masses. 7. La lutte des deux lignes. 8. Programmation et calendrier. 9. Attitude et consigne. Être supérieur à la difficulté à conquérir les victoires plus élevées. En près des 8 années...
en près des 8 années populaires, nous avons 4 plans. Plan de début, plan de déploiement, plan de conquérir des bases et plan de développer des bases. 2. Principe fondamental de la guerre. Tous les principes qui orientent les opérations militaires proviennent d'un seul principe fondamental: mettre tout en jeu pour conserver ses propres forces et anéantir celles de l'ennemi. Toute guerre se paie. Son prix est parfois extrêmement élevé et, pour conserver nos forces, nous devons anéantir celles de l'ennemi. Mais pour le faire, nous devons en payer le prix afin de préserver l'ensemble. Le président Gonzalo nous enseigne qu'il faut être disposé à payer le prix de la guerre le plus élevé, mais que nous devons nous efforcer afin qu'il soit le moins élevé possible. C'est une contradiction. Et le problème réside dans l'attitude et la bonne planification de ce qui est principalement une question de commandement. Cela nous forge dans le défi lancé à la mort, l'héroïsme révolutionnaire et arracher des lauriers sur la mort. Dans la guerre, nous voyons toujours les deux principes, le destructif et le constructif, et le principal, c'est le second. 3. La tactique de guérilla ou tactique fondamentale. Quand l'ennemi avance, nous reculons. Quand l'ennemi s'arrête, nous le harcelons. Quand il se fatigue, nous l'attaquons. Quand il se retire, nous le poursuivons. Cette tactique fondamentale, il faut l'incarner et l'appliquer, en tournant autour de l'ennemi et en cherchant son point faible pour lui porter des coups. 4. Campagne d'encerclement et d'anéantissement et les contre-campagnes, forme principale de la guerre populaire. C'est une loi que la contre-révolution, pour écraser la révolution, déchaîne des campagnes d'encerclement et d'anéantissement contre chaque unité de l'armée populaire de guérilla ou contre les bases d'appui. Les opérations de l'armée populaire de guérilla prennent la forme de contre-campagnes et le président Mao établit 9 mesures pour écraser une campagne d'encerclement et d'anéantissement. 1. La défense active. 2. La préparation d'une contre-campagne. 3. La retraite stratégique. 4. La contre-offensive stratégique. 5. Le début de la contre-offensive. 6. La concentration des forces. 7. La guerre de mouvement. 8. La guerre de décision rapide. Et 9. La guerre d'anéantissement. Le président Gonzalo, appliquant cette loi aux conditions de notre guerre populaire, nous a présenté les 5 parties de la campagne qui nous permettent de triompher des plans politiques et militaires de la réaction. Chaque campagne a un objectif politique et un objectif militaire spécifique. Ils se réalisent par surprise. Nous frappons ainsi quand nous voulons, où nous voulons et comme nous voulons. Le président Gonzalo a spécifié également les 5 mesures qui doivent suivre chacune des actions militaires, en servant toujours l'objectif politique et en combattant les critères de l'action pour l'action. Il souligne l'importance de différencier l'essence de l'apparence des mouvements de l'ennemi. Il a aussi établi les 4 formes de lutte de la guerre populaire. 1. L'action de la guérilla sous ses 2 formes, l'assaut et l'embuscade. 2. Le sabotage. 3. L'élimination sélective. Et 4. Propagande et agitation armée, ainsi que les divers procédés. 5. Rôle stratégique de la guerre des guérillas. C'est le président Mao qui éleva la guerre de guérilla au niveau de stratégie, car, avant lui, on ne l'a considéré que comme un aspect tactique qui ne pouvait pas décider du dénouement de la guerre. Mais s'il est vrai que la guerre de guérilla ne décide pas de la guerre, car celle-ci requiert une guerre régulière, la guerre de guérilla réalise une série de tâches stratégiques qui conduisent au dénouement favorable de la guerre. Nous concevons la guerre de guérilla sur une grande échelle, une guerre de guérilla généralisée, qui doit soutenir une guerre prolongée et acharnée. De là que nous appliquons les 6 problèmes stratégiques de la guerre de guérilla. 1. L'initiative, flexibilité et planification pour réaliser des opérations offensives dans la guerre défensive. Bataille aux décisions rapides à l'intérieur de la guerre prolongée et opérations sur les lignes extérieures à l'intérieur de la guerre sur la ligne intérieure. 2. Coordination avec la guerre régulière. 3. Création de bases d'appui. 4. Défense stratégique et attaque stratégique dans la guerre de guérilla. 5. Transformation de la guerre de guérilla en guerre de mouvement. 6. Relation de commandement. 6. Vas-y. Les 10 principes militaires. En décembre 1947, le président Mao synthétisa magistralement en 10 principes militaires la ligne stratégique juste et correcte suivie durant plus de 20 ans de guerre populaire. Comme on peut le lire dans la 3e partie de son travail, la situation actuelle et nos tâches, nous appliquons ces principes et il est très important de les concrétiser
tout en les approfondissant. 7. Brillant résumé de stratégie et tactique. Le président Mao a brillamment résumé la stratégie et la tactique de la guerre populaire avec la phrase suivante. Vous autres, vous combattez à votre manière, et nous, à la nôtre. Nous combattons quand nous pouvons vaincre, et nous nous en allons quand nous ne le pouvons pas. Autrement dit, vous vous appuyez sur l'armement moderne et non sur les masses populaires dotées d'une conscience révolutionnaire élevée. Vous mettez en jeu toute votre supériorité et nous, la nôtre. Comme vous avez vos propres méthodes de combat et nous les nôtres. Quand vous voulez nous attaquer, nous ne vous le permettrons pas et vous ne pouvez même pas nous trouver. Mais quand nous vous attaquons, nous mettons dans le mille et nous vous assénons des coups qui portent et nous vous anéantissons. Quand nous pouvons vous anéantir, nous le faisons pleinement décidé. Quand nous ne le pouvons pas, nous ne nous laissons pas non plus anéantir par vous. Ne pas combattre quand il y a des possibilités de vaincre, c'est de l'opportunisme. S'obstiner à combattre quand il n'y a pas de possibilité de vaincre, c'est le propre des aventuriers. Toute notre orientation stratégique et tactique est basée sur notre volonté de combattre. Notre reconnaissance de la nécessité de nous en aller se base, avant tout, sur notre reconnaissance de la nécessité de combattre. Quand nous nous en allons, nous le faisons toujours dans le but de combattre et d'anéantir l'ennemi complètement et définitivement. Ce n'est qu'en nous appuyant sur les larges masses populaires que nous pouvons réaliser cette stratégie et cette tactique, et c'est en les appliquant que nous pouvons mettre pleinement en évidence la supériorité de la guerre populaire et acculer l'ennemi à la position passive de devoir supporter nos coups, même s'il possède un équipement supérieur et quels que soient les moyens qu'il emploie. Nous conservons toujours l'initiative. Cité dans Vive le triomphe de la guerre populaire, septembre 1965. L'application de ce principe nous permet de démontrer l'invincibilité de la stratégie supérieure de la guerre populaire, car le prolétariat, en tant que classe ultime de l'histoire, a créé sa propre forme supérieure de guerre, et aucune des autres classes, entre elle et la bourgeoisie, malgré ses stratégies politiques et militaires les plus capables, ne peut en triompher. Que la réaction continue à rêver et d'élaborer de stratégies supérieures à la stratégie populaire, elles sont condamnées à l'échec car elles vont à l'encontre du courant de l'histoire. Depuis près de 8 ans, notre guerre populaire flambe victorieusement, démontrant l'invincibilité de la guerre populaire. Nous, les militants du Parti communiste du Pérou, assumons totalement la ligne militaire du parti établie par le président Gonzalo qui, en se basant sur les plus hautes créations du prolétariat international, le marxisme-maoïsme, a spécifié avec la pensée Gonzalo notre ligne militaire, nous dotant d'une arme invincible, la guerre populaire militaire. La campagne, le principal, la ville, le complément, la forme principale de la lutte que nous venons, torche qui flambe dans le monde, proclamant la validité universelle et toujours vivant, marxisme-léninisme, maoïsme. Vive la ligne militaire du parti, la guerre populaire est invincible. Bon, merci à tous pour la lecture et merci d'avoir écouté. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Le texte est sorti quand? Parce que c'est pas spécifié sur la page. 1988, c'est un texte de congrès. Oui, donc là c'est la seule question qui a été notée, qui était une question sur les définitions du militarisme, du mercenarisme et du fauquisme. Donc le fauquisme, Anouche a répondu. Juste pour compléter, c'est une théorie qui était en gros celle de Che Guevara et d'un intellectuel français qui s'appelle Régis Debray et qui est aujourd'hui complètement de droite. Et voilà, et Anouche a mis un lien et qui disait que en gros il fallait que une petite bande de guérilleros fasse des actions d'éclat et que une fois que ça aura lieu, les masses seront emportées par l'éclat de ces aventuriers et que il y aura la révolution. Bon, c'était censé s'inspirer de la révolution cubaine, mais même à Cuba, en fait, ça s'est pas passé comme ça. Donc
Voilà. Alors ensuite, le militarisme, c'est la théorie qui a été pour la première fois dénoncée sur les conceptions erronées dans le parti de Mao, que le travail militaire est principal par rapport au travail politique, que ce qui est plus important c'est le travail militaire et que c'est l'armée qui doit diriger le parti. Alors que non, l'armée doit avoir une direction politique et le parti doit avoir la direction la plus totale possible sur l'armée. Et le mercenarisme, tout simplement, c'est utiliser des mercenaires. C'est-à-dire que c'est payer des gens pour qu'ils se battent pour toi alors qu'ils n'ont pas particulièrement des convictions liées. Ah, il me semble le mercenarisme, c'est aussi un truc, c'est un truc que dénonce Mao dans les conceptions erronées. Ah bon? Ouais. Il me semble c'est quand il dit ça, alors je me souviens que vaguement, mais il me semble c'est les gens en fait qui se considèrent, enfin, notamment les gens qui sont d'anciens prisonniers, genre des mecs qui étaient avant dans l'armée réactionnaire et qui ont rejoint la PLA de façon un peu opportuniste. Et en fait, ils se comportent un peu comme des mercenaires, genre bon tant que je peux manger du riz tranquille et qu'on me fait pas chier, je reste là, mais niveau idéologie c'est zéro quoi. Oui, en fait, c'est ça, c'est le mercenarisme, c'est l'esprit de mercenaire, c'est-à-dire que les unités armées de l'armée de guérilla ou de l'armée populaire, selon le développement de la guerre populaire, deviennent des unités de mercenaires qui se vendent au plus en francs, etc. Ça a été vu à divers endroits. Au Pérou, par exemple, certaines des unités qui sont issues de la guerre populaire aujourd'hui se comportent comme ça. Il y avait des choses comme ça aux Philippines aussi dans les années 60 avant la reprise de la Révolution. Il y avait avec des unités qui en fait défendaient des propriétaires terriens, etc., qui leur filaient de la bouffe et qui leur filaient des avantages monétaires, etc. En gros, en se comportant comme des mercenaires. Au début du texte, quand ça mentionnait un peu l'histoire du PCP, ça parlait donc à l'époque après la mort de Marietta Guy, quand il y a donc les révisionnistes qui prennent le pouvoir au sein du parti, ça parlait de l'influence d'idées broderistes. Et concrètement, moi j'ai vu que Broder c'était un type qui avait été chef du Parti communiste des États-Unis, pendant la Deuxième Guerre mondiale et après, je crois que c'est ces eaux-là. Et genre, c'est quoi concrètement genre d'idée? C'est genre de l'électoralisme, genre abandonner la lutte armée, ce genre de choses, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un sait? Principalement, c'est ça. Principalement, le broderisme appliqué à d'autres partis que le parti des États-Unis, c'est une des versions les plus à droite qui existe à cette époque-là dans les années 30-40. C'est-à-dire que le parti va devenir seulement une machine électorale, que va y avoir un abandon de tous les objectifs de révolution armée, et en gros, le parti va être liquidé dans une sorte de front électoral. Et de la même manière que le Parti communiste des USA a eu à ce moment-là. Broder, sur sa théorie, il n'a pas pu le faire au Parti communiste des USA totalement, mais sa théorie, c'était que fallait carrément que ça soit tout liquidé dans un front démocratique, en fait. Le parti n'était plus utile. D'accord.
N'hésitez pas à écrire ou dire vos réflexions. Là, je vois qu'il y a 2 personnes qui écrivent, mais Laxane, par exemple, avait un micro, donc si jamais tu veux parler, c'est aussi possible de parler. Alors, dans les pays impérialistes, on maintient en fait le principe d'entourer les centres par les périphéries, sauf que la raison pour laquelle dans les pays semi-coloniaux, semi-féodaux, les campagnes sont soit là où se développe la guerre populaire, soit en le lieu principal, c'est parce que c'est l'endroit où la bourgeoisie est le moins forte, tout simplement parce que comme c'est les pays semi-coloniaux, semi-féodaux, la classe dominante dans les campagnes, c'est toujours des propriétaires terriens et c'est pas des bourgeois. Dans les pays impérialistes, c'est pas le cas parce que la bourgeoisie est présente sur tout le territoire. Donc, il faut aller là où elle est le moins forte et où le prolétariat est le plus fort, c'est-à-dire dans les quartiers populaires de banlieue en Europe, de centre-ville en Amérique du Nord. Voilà. Mais du coup, ça veut dire que en fait, on commencerait la guerre populaire dans les périphéries. Donc Dans on les essaie banlieues. Oui. dans les banlieues. Oui. Du coup, on prendrait le contrôle des banlieues et on tenterait d'enserrer les centres urbains. C'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Mais du coup, du coup, c'est un peu plus compliqué que pour la GPP dans les pays semi-coloniaux, j'ai l'impression. Quand tu regardes eux aussi à la campagne, ils se retrouvent face à des difficultés que du coup, nous, on n'a pas du tout. Parce que du coup, la campagne aux Philippines, au Brésil, c'est il y a comment dire, des kilomètres et des kilomètres entre chaque maison. Faut des dizaines d'heures pour rallier tout le monde. Il y a pas de développement économique, il y a pas, tu vois. Donc ça implique d'autres difficultés qui fait que je crois pas que c'est plus dur ou que c'est plus facile de faire la GPP dans les pays semi-coloniaux que dans les pays impérialistes. Oui, c'est-à-dire que peut-être que du point de vue militaire, ce sera plus difficile, mais pour le travail de masse, c'est beaucoup plus pratique. Franchement, on peut pas dire comme ça en général que c'est plus dur ou c'est plus facile, c'est différent. Ouais. Mais après, les banlieues, c'est pas, c'est pas Medellín non plus. Enfin, oui, il faut virer les trafiquants, mais on n'est pas dans Narcos ou je sais pas quoi. Donc, le problème, c'est plus virer la police que virer les trafiquants, honnêtement. Moi, j'avais pas pensé à cet aspect, mais ouais. Mais du coup, il faudrait aussi développer la GPP de manière secondaire dans les campagnes, du coup. J'ai pas réfléchi à la question, mais je dirais que même pas en fait. Enfin, les campagnes sont, oui, mais de manière très secondaire. Parce que si dans l'optique au contrôle, on finit par contrôler les grands centres urbains, est-ce qu'on finirait pas par se faire encercler nous-mêmes par les campagnes? Il y a tellement, il y a pas assez de gens dans les campagnes pour qu'on soit encerclé en fait. Mais en fait, ça veut pas dire qu'il faut pas faire du travail à la campagne. Il faut gagner à la campagne, c'est juste secondaire. Mais la campagne est à gagner bien avant. De toute façon, il y a les banlieues des grands centres urbains, ok, hein, tu vois, les banlieues parisiennes, lyonnaises, marseillaises. La banlieue, c'est à l'intérieur de Marseille, mais ça, c'est différent. Il y a surtout, en fait, une énorme partie de la population qui vit dans des villes dortoirs et des zones périurbaines. Et ça, c'est très très proche du milieu rural quand même. Enfin, ça devient la campagne rapidement. Et oui, il y aura une guerre contre la bourgeoisie narco, et globalement, faut se débarrasser de l'influence des grands trafics
dans les endroits où le mouvement révolutionnaire est fort. Mais en fait, c'est la condition sine qua non à travailler dans un quartier où il y a du deal de drogue, c'est pas de virer les dealers de drogue. Déjà parce que rien que d'un point de vue voilà, d'un point de vue philosophique et politique, ça se résout pas forcément par la violence. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, rien que d'un point de vue organisationnel, en fait, si la police française, ils n'arrivent pas à se débarrasser des trafiquants, ok, il y a des raisons politiques derrière tout ça qui font que le trafic est maintenu et que le jeu du chat et de la souris entre la BAC et les trafiquants, c'est un jeu qui finit jamais parce qu'il n'y a pas d'intérêt à avoir un gagnant, mais c'est aussi parce que l'État n'a pas les moyens de comme ça faire disparaître le trafic en claquant des doigts, et c'est pas un mouvement révolutionnaire qui va les avoir, sauf à déclarer les trafiquants cible principale de la guerre populaire, ce qui serait une erreur. Le Pérou est d'ailleurs un bon exemple de ça, hein. Le Pérou, ils étaient accusés quand même de tous les côtés d'être les grands pontes du narcotrafic, les artisans de la cocaïne, etc. Alors qu'en réalité, ils permettaient juste aux petits paysans qui venaient de récupérer leurs terres de conserver une partie de leurs terres pour production de la coca. Étant donné que la coca est une culture millénaire et que c'est un complément de revenu en fait pour de nombreuses familles paysannes. Et ils faisaient ça tout en contrôlant et combattant les grands trafics, et surtout en combattant la présence de la drogue dans les communautés. C'est pas parce qu'il y a une mafia et que c'est agraire que c'est semi-féodal, hein. Il y a des pays qui sont très peu agraires, qui sont semi-féodaux, et il y a des endroits où il y a des mafias qui sont pas du tout semi-féodaux. Je crois que si je dis pas de conneries, la ville avec la plus forte concentration de mafias, c'est New York, hein. Et New York, c'est pas le semi-féodalisme. D'ailleurs, la mafia, c'est quelque chose qui existe sur une base capitaliste. La mafia, c'est pas des, enfin, ils ont pas pour objectif de devenir propriétaire terrien. Et ce serait quand même vachement compliqué pour eux de devenir propriétaire terrien en étant illégaux. Ils le font que en façade légale quand ça peut leur apporter des choses, mais c'est pas leur activité principale en fait. L'activité principale de la mafia, c'est d'essayer de tailler en fait un business monopoliste de l'illégal au sein de l'économie bourgeoise légale, et de l'intégrer pour faire en sorte qu'elle soit la plus floue possible au niveau de la légalité, pour pas se faire arrêter, pour avoir des trucs qui lavent l'argent, etc. Et du coup pouvoir avoir des investissements lucratifs dans l'économie légale. Globalement, un bon mafieux à haut niveau, c'est un mafieux qui sait accumuler du capital, qui sait faire les placements, blanchir l'argent, etc. et faire en sorte que le capital de l'organisation grossisse. Ce qui finalement n'est pas très différent de ce qu'on attend d'un PDG, qui doit maximiser les profits. C'est juste dans deux domaines différents d'activité, on va dire. Mais au niveau du deal, la plupart du deal à petit niveau, c'est-à-dire
les plus bas dealers et les guetteurs qui sont souvent des mineurs. En France en tout cas, c'est beaucoup plus sur une base d'appartenance au quartier et de connaissances parce que ton frère on le connaît ou quoi que tu t'intègres ces trucs-là. Beaucoup moins dans une logique de mafia. Tu rejoins non mais oui, évidemment que c'est pour la thune. Évidemment que c'est pour la thune. Mais je veux dire, c'est pas la même logique que la mafia. Après, quand tu augmentes, ça devient comme la mafia, mais il y a pas il y a pas tout l'aspect culturel, etc. de la mafia. C'est beaucoup plus simple d'intégrer un réseau. Enfin, les gamins, les gamins qui deviennent guetteurs à 14 ans, il y en a plein. Ils touchent que dalle en plus. Enfin, genre, ils touchent vraiment des salaires de merde. Hein. Même pour la thune, c'est de la merde. Mais quand t'as 14 ans, ça fait beaucoup de thunes. Mais ça fait même pas un SMIC. Hein, pour donner une idée, pour des gamins de 14 à 18 ans qui bossent l'équivalent de 35 par semaine. Enfin, qui en gros assurent tous les moments de deal. Et qui comptent ou des trucs comme ça, ils touchent vraiment pas beaucoup. Et en fait, ouais, ils sont juste recrutés comme ça dans la rue ou quoi. Et le nombre de ces gamins-là qui deviennent dealers après, c'est pas beaucoup. Par contre, le nombre de gamins qui touchent, genre que ça leur est proposé un jour et que ils le font une après-midi ou un truc comme ça, il y en a beaucoup plus. Enfin, c'est assez généralisé quand même. C'est pas tout le monde, mais c'est beaucoup de gamins, quoi. Mais il y a clairement une différence, que ça soit dans la raison pour laquelle tu prends l'activité de trafiquant ou de complice au trafic, si t'es juste guetteur, vu que les guetteurs ils trafiquent pas, hein. Ils crient juste des ara ara en fonction de qui se pointe, mais sinon ils trafiquent pas. Mais il y a une différence quand t'es en bas et même quand tu te mets à vendre en fait. Quand tu te mets à vendre, il y a totalement une différence avec quand tu fais juste le passage de main en main ou que tu checkes les gens qui se présentent ou que tu guettes. C'est vraiment, enfin, c'est pas du tout la même position. Déjà parce que c'est toi qui as la marchandise, c'est toi qui décide quand on vend, etc. Enfin, tu as une position en fait de cadre dans le business. Et c'est comme dans tout business dans l'économie capitaliste, c'est juste un business illégal. Donc il n'y a pas de raison que les dynamiques de classe soient différentes, si ce n'est qu'elles ont un caractère lumpen, c'est-à-dire que l'économie illégale, c'est une économie dans laquelle les taux de profit sont très élevés, ils sont pas indexés sur les lois du droit capitaliste en général et du droit bourgeois en général, et du coup ça permet de se propulser dans la bourgeoisie de manière beaucoup plus rapide. C'est pour ça que c'est pour ça que c'est un domaine lumpen, c'est-à-dire que on peut commencer en étant lumpen. Les petits dealers ont des tendances lumpen, pas forcément les guetteurs, parce que les guetteurs pour tomber dans le lumpen, il faut le faire pendant un bail, quoi. Mais les guetteurs qui sont fils d'ouvriers, de ménagères ou des trucs comme ça, c'est pas des lumpen. Mais par contre, ils peuvent le devenir en traînant toujours dans le biz et en traînant dans ces milieux-là. Et puis une fois qu'ils prennent du galon, là oui, ils peuvent prendre une position de lumpen. Et s'ils atteignent vraiment des positions dominantes dans le trafic, là c'est plus des lumpen, c'est des bourgeois. C'est comme enfin si en France ça existe évidemment, hein. C'est juste c'est moins visible que en Allemagne, mais les pimps aussi, c'est-à-dire comment on appelle ça en France, ceux qui font du rabattage pour les prostituées. Les macros. Les Macs, ouais, les Macs, c'est des lumpen aussi. Enfin ils font leur business sur lumpen. Dans les pays impérialistes de manière générale,
il n'y a pas un lumpen très important. Enfin, c'est des catégories très spécifiques de population. Par exemple, quand il y avait la révolte des banlieues en 2005, il y avait lutte ouvrière et tout ça qui avait sorti des trucs du genre oui, c'est une révolte de lumpen, etc. N'importe quoi. Ouais, les macros, c'est pas la même chose que les dealers, rien que du point de vue de la chose qu'ils prennent pour marchandise, en fait. Les dealers, c'est de la dope, enfin, c'est de la drogue. Les macros, c'est d'autres êtres humains. Donc, évidemment que c'est pas pareil. Et qu'il y a un niveau de contradiction plus élevé. Et oui, et tous les macs sont bien payés alors que tous les dealers sont pas. Est-ce qu'il y a des exemples de lutte là-dessus par les communistes? C'est sur quel point? Sur la drogue ou sur les Macs? En Inde, il y a des trucs que tu peux lire qui ont été traduits en français, mais il faudrait aller chercher spécifiquement, sinon ils existent en anglais, j'en suis sûr. Sur Bandfaut, B-A-N-D, ce site-là. Sur la lutte qu'il y a eu en Inde contre l'alcoolisme et globalement les dealers d'alcool. Parce que dans les zones Adivasi, c'est des zones rurales tribales, il y avait en fait une production d'alcool illégal et distribution d'alcool illégal. Et il y a notamment eu des gros mouvements de femmes en fait pour attaquer les distilleries, les détruire, etc. Parce que l'alcool entraînait des une recrudescence des femmes battues, etc. Aux Philippines, il y a aussi des programmes contre la drogue. Enfin, je sais au moment où l'État avait lancé la guerre contre la drogue, qui est globalement devenue une excuse pour buter des pauvres dans les quartiers et des activistes locaux, etc. Le Parti communiste des Philippines avait dit qu'il fallait lutter contre la drogue, mais pas comme ça. La Turquie, je sais pas. La Turquie, il y a le DHKPC à Istanbul, mais je sais pas si. À la question, est-ce que les SDF sont des lumpen? Je dirais que les SDF, c'est l'exemple le plus parlant des lumpen, vu que lumpen, dans l'idée, c'est des gens qui sont hors de la production et qui, en gros, chaque jour, ils doivent juste chercher à assurer leur reproduction, c'est-à-dire le fait de pouvoir survivre pour le lendemain. Et c'est un des points. Enfin, oui, évidemment, pas les SDF qui taffent, je veux dire les mendiants, oui. Enfin, ouais, oui, les mendiants, ceux qui font le trottoir. Comment ça, les Roms? Par contre, le DHKPC en Turquie, il tue pas les prostituées en tant qu'ennemis de la révolution, hein.
Ils leur demandent juste de se casser. Ils disent aux Mac de se casser, et s'ils se cassent pas, ils les attaquent. C'est pas pareil que le genre les tuer juste comme ça.